je vais effectivement vous parler de l'anatomopathologie et puis on va aborder brièvement la protéomique que je discuterai plus largement demain. Donc ça vous a été dit, le diagnostic d'amylose reste anatomopathologique, donc il nous faut, on n'entend pas bien ? Donc un prélèvement tissulaire est requis. On commencera, vous le savez, par des biopsies sur des sites à faible risque, on va dire, biopsie de glande salivaire accessoire, tissu adipeux abdominal, rectum, tout ça dépend de l'expérience et des habitudes des centres. En cas de négativité, dans un second temps, on ira vers une biopsie de l'organe atteint. Donc, qu'est-ce que la NAPAT attend? On ne l'a pas toujours, donc je me permets de le rappeler. Le conditionnement des prélèvements est le suivant. Il y aura un fragment, ou plusieurs, qui seront mis dans du formol à 4% en vue d'une analyse en microscopie optique. Il nous faut toujours associer à ce prélèvement un fragment au moins, qui sera mis délicatement dans une compresse imbibée de sérum physiologique pour une congélation à moins 80. L'objectif est de faire l'examen en immunofluorescence. Donc il y a un objectif de diagnostic et de typage. Les prélèvements doivent être transférés rapidement en anatomie pathologique. Qu'observe-t-on sur nos lames? Eh bien, des dépôts amorphes, extracellulaires. Je ne sais pas si on voit, c'est quoi ce truc? C'est ça. Ici, vous avez un dépôt nodulaire au contact d'un canal excréteur d'une glande salivaire accessoire. Et ici, vous avez des dépôts amorphes qui remplacent le myocarde. On peut observer, dans certains cas, des réactions macrophagiques à cellules géantes. Quelques calcifications sont possibles, je dirais très rarement dans le myocarde. Les diagnostics différentiels, ce sont la fibrose, la nécrose, la hyalinose et une autre maladie à dépôt, la maladie de Randall. L'absence de dépôt visible en microscopie optique n'élimine pas une amylose. L'ANAPAT, lorsqu'il vous répond, si vous suspectez une amylose, doit toujours avoir fait un rouge Congo. Les dépôts ne sont pas forcément visibles. C'est le rouge Congo qui va permettre de porter le diagnostic d'amylose. Donc c'est une vieille coloration qui date de 1922. On porte peu de diagnostics sur des colorations spéciales en ANAPAT, qui datent d'il y a aussi longtemps. On va observer une coloration rouge-orangé, comme vous avez ici, plus ou moins intense. Et ce que l'on va rechercher, c'est la biréfringence jaune-vert en lumière polarisée qui va signer l'amylose. Donc cette biréfringence, vous la voyez ici, c'est ça. On a du jaune, du vert, du jaune, du vert, ça alterne. Et lorsqu'on fait tourner le polariseur, le jaune devient vert, le vert devient jaune. Voilà. C'est ça qui permet de faire le diagnostic. Cette coloration peut être réalisée aussi bien sur les fragments fixés en formol que sur les fragments congelés. Le rouge Congo, souvent, marche beaucoup mieux en congélation. Et ça peut être intéressant dans certains cas. Alors, il faut savoir donc la congophilie et la biréfringence sont très variables. D'un cas à l'autre et à l'intérieur chez un même patient. On a ici, vous voyez, une congophilie qui est faible, limite difficile à voir, et ici une congophilie qui est très forte. Donc l'analyse du rouge Congo, c'est pas si simple. Il faut respecter d'une part les contraintes techniques et avoir une rigueur d'interprétation certaine. Pour éviter des faux positifs, on en reçoit régulièrement, avec des techniques qui sont mal faites, et des faux négatifs aussi. Il existe d'autres colorations qui sont moins spécifiques que le rouge Congo, mais qui peuvent être utiles. Le rouge Sirius, la thioflavinité, le violet de Paris. Personnellement, je ne les utilise pas, car je souhaite conserver au maximum le prélèvement pour le typage. Ça me paraît être la partie vraiment clé. Enfin, la seconde partie, une fois que le diagnostic est fait. Donc, une fois que le diagnostic est fait, eh bien, on passe à la deuxième étape, l'étape de typage. Donc, ça va être déterminer quelle est la protéine en cause. Voici le tableau publié à fin 2016 des protéines en cause. On en a donc 35 qui sont connues.
on va dire, voilà, dans nos pays, dans 90% des cas, ce sont des amyloses AL, ATTR et AA, mais vous voyez, la liste est longue et c'est relativement compliqué. Alors, pour les amyloses cardiaques, bien sûr, on a l'AL et la TTR dont nous avons parlé qui arrivent en tête, mais il n'y a pas que ces protéines. Donc on a l'amylose à chaîne lourde, j'avoue que ça reste une énigme pour moi. L'amylose AA, on peut en voir, à bêta-2 microglobuline, l'ApoA1, l'ApoA2, l'ApoA4, l'ApoC3, le fibrinogène. Et dans les oreillettes, on peut avoir les amyloses à facteur atrial natriurétique. Alors pourquoi type-t-on? On l'a déjà dit ce matin. Eh bien parce que de ce typage va dépendre la prise en charge des patients sur le plan thérapeutique. Et éventuellement, il peut y avoir un conseil génétique qui en découle. Il ne faut pas non plus nuire aux patients avec des thérapeutiques inadaptées. Certes, les amyloses AL, il faut les repérer pour bien les traiter, mais ne pas considérer à tort qu'il s'agit d'une amylose. Quand ce n'est pas le cas, on verra un cas en fin de topo. Alors, ce dont a parlé ma collègue avant, voilà, l'existence d'un composant monoclonal circulant n'est pas suffisant pour porter un diagnostic d'amylose AL. L'existence, même chose, d'une mutation du gène, alors ce qui vous intéresse vous particulièrement, c'est de la TTR, n'est pas non plus suffisant pour porter un diagnostic d'amylose à transthyrétine. Ça peut être, voilà, bon, un autre gène, c'est la même chose, le même raisonnement. Il n'y a pas toujours d'histoire familiale pour les amyloses héréditaires. Et ça, c'est plus pour les anatomopathologistes. La distribution histologique des dépôts n'a qu'une valeur d'orientation. Alors, c'est quand même très intéressant. Ici, voilà. Quand vous voyez des dépôts nodulaires comme ça, dans une biopsie de glande salivaire, même chose ici, dans une biopsie myocardique, vous avez un dépôt nodulaire, c'est très évocateur d'une amylose à transthyrétine. Quand vous avez au contraire des dépôts, ici, glandes salivaires, qui cerclent ici, donc qui en fait marquent la basale des acini, ou ici, qui sont très fins et qui encorbellent les cardiomyocytes, c'est très en faveur d'une amylose AL. Ça n'est pas spécifique, on peut avoir un mélange des deux, mais ça a une valeur d'orientation, et c'est vrai qu'en voyant passer les biopsies de glandes salivaires accessoires avec des boules, on voit que globalement, on a quand même toujours des TTR. L'atteinte vasculaire est plutôt en faveur d'une amylose AL, mais elle peut se voir aussi dans les amyloses à transthyrétine. Alors, comment fait-on le typage? Donc, on a vu, on a différents outils à notre disposition. Donc, on a parlé déjà de la scintigraphie. Il y a aussi, bien sûr, la génétique. Et sur le plan tissulaire, on dispose de l'immunomarquage. Donc, il y a je ne parlerai pas de l'immunogold, mais j'en dis juste un mot. J'ai mis une photo qui est intéressante, mais je n'en parlerai pas. L'immunogold, donc, c'est l'immunomarquage en microscopie électronique. Et l'autre technique, à part l'immunomarquage, c'est l'analyse protéomique. Donc juste pour que vous voyez un cas typique, que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Ici, c'était l'histoire d'une dame de 54 ans qui avait une CMH, un syndrome néphrotique, un pic monoclonal, sérique, IgG lambda. On lui fait une biopsie de glande salivaire accessoire qui retrouve des dépôts d'amylose qui cerclent les acini. Vous avez une belle biréfringence jaune-vert avec un vert là qui tend un petit peu plus vers le bleu. L'immunofluorescence, donc réalisée sur les coupes congelées, montre une fixation intense avec lambda. Elle était totalement négative avec kappa. L'immunohistochimie qui a été réalisée sur les coupes fixées avec TTR et AA était strictement négative. C'est un cas complètement carré qui ne nous pose pas de problème. On conclut à une amylose AL lambda. Juste pour vous dire, on utilise toujours un panel d'anticorps. On n'utilise jamais un anticorps seul. D'une part pour couvrir les amyloses les plus fréquentes, donc AL, TTR et AA, et aussi parce que dans notre interprétation, on regarde des intensités de signaux. Et en général, celui qui gagne, c'est celui qui est le plus fort. Alors ça, voilà, c'est comme ça en tous les cas qu'on raisonne dans la lecture des lames. Alors, quels sont les résultats? Pour un recrutement tout venant, on arrive à des erreurs ou des échecs de typage qui vont jusqu'à 58% des cas. C'est juste pour vous dire que la fiabilité,
Voilà, alors ça marche très bien. Pour les amyloses rénales, on a un succès de typage environ dans 85% des cas. Pourquoi? On a toujours le fragment congelé, et les amyloses rénales sont des amyloses A et des amyloses AL, et les anticorps marchent très bien. Pour les amyloses cardiaques, on arrive à un succès de typage environ dans 90% des cas, avec un bémol qu'on va voir sur la diapositive suivante. Donc de manière générale, quelles sont les limites de la technique? On a besoin d'un fragment tissulaire congelé, souvent on ne l'a pas. Le panel d'anticorps que l'on utilise, il est insuffisant. Après, si on utilise de trop grands panels, il est de toute façon toujours insuffisant et c'est très difficile à lire. Moi, j'utilisais plus d'anticorps avant, maintenant j'ai vraiment restreint au maximum. La qualité des anticorps qui sont commercialisés n'est pas très bonne. Les anticorps sont fabriqués contre des protéines normales, alors que les protéines qui sont déposées sont des protéines qui ont une conformation anormale, qui peuvent être mutées, qui peuvent être tronquées. Et puis, on peut avoir, lors de la préparation des coupes, une contamination par le sérum qui contient les protéines amylogènes. Alors, pour le cœur, quelles sont les difficultés? Le risque, ce sont les faux négatifs avec kappa et lambda. Si par exemple vous avez un dépôt uniquement de la portion variable de la chaîne légère, vos anticorps sont dirigés contre la portion constante, donc vous ne le détecterez pas. TTR, je dirais, c'est le plus gros problème. En tous les cas, avec les anticorps, il y en a plein qui sont commercialisés, mais on a à peu près tous les mêmes problèmes. On a des faux positifs, même avec des marquages extrêmement propres. Et puis, on a aussi des marquages. Il y a aussi des faux négatifs, mais c'est beaucoup plus rare. Et on a aussi du bruit de fond qui rend l'interprétation très difficile. J'ai mis cet article que je trouve quand même intéressant, de 2011, fait par Satoskar, qui souligne les faux positifs avec l'anticorps antitransthyrétine. Bon, il a étudié un certain nombre de patients et il s'est rendu compte que chez des patients avec un marquage TTR qui était fort, eh bien, pouvait se cacher derrière, non pas des amyloses à transthyrétine, mais des amyloses AL, qu'il y ait ou non un marquage avec les chaînes légères. Donc même des patients qui ont un marquage TTR seul, eh bien derrière on peut avoir des amyloses AL. Voilà. Comment a-t-il fait pour rectifier le diagnostic? Eh bien il a utilisé une technique qui est l'analyse protéomique. Cette technique permet d'analyser l'ensemble des protéines présentes dans un échantillon. Alors, cette technique, elle a été développée il y a environ une vingtaine d'années. Et pour pallier justement aux difficultés liées à l'immunomarquage, et elle a été mise, on va dire, en pratique clinique, en route, il y a environ 10 ans aux États-Unis à la Mayo Clinic. Alors, les indications qui se sont dessinées au fil des années sont les suivantes. C'est l'immunomarquage qui est impossible, soit vous n'avez pas de fragments congelés, soit vous avez un prélèvement qui a été très fortement décalcifié. Par exemple, vous avez un immunomarquage qui est totalement négatif, vous avez un immunomarquage qui est douteux, avec des positivités multiples, difficiles d'interprétation. Vous avez un immunomarquage qui est incohérent avec les données cliniques, biologiques, génétiques, iconographiques, où vous avez besoin de confirmer le diagnostic d'une amylose rare. Le principe, rapidement, donc on travaille cette fois-ci à partir du bloc de paraffine. On s'affranchit du prélèvement congelé. On réalise une microdissection laser qui va permettre d'enrichir l'échantillon en amylose. On extrait les protéines, on les digère, on les découpe. Ces peptides sont ensuite passés dans une colonne de nanochromatographie en phase liquide, puis vient l'étape dite de spectrométrie de masse en tandem qui va permettre de faire un microséquençage de la protéine. Ensuite, on interroge les bases de données, on valide les protéines identifiées, on fait une quantification, donc on a un résultat qui c'est une quantification relative et on interprète les résultats. Alors, la Mayo Clinic est donc le laboratoire de référence qui a analysé
bien plus maintenant de 10 000 cas, c'est le dernier chiffre que j'avais trouvé dans la littérature il y a quelques années, affiche une informativité du test à 94-98%, avec une sensibilité, une spécificité à 98%. Bon, ils sont, voilà, on voit quand même la marge qui est franchie par rapport à l'immunomarquage. Après, ils ont des résultats particulièrement excellents. Alors, les résultats que j'ai pu obtenir avec les différents prélèvements qui ont été envoyés par les laboratoires de France, c'est pas dans le centre où j'étais que j'ai tout pu récupérer, notamment beaucoup de biopsies endomyocardiques de Mondor. Donc moi j'ai commencé en septembre 2011 jusqu'à avril 2018. On a pu analyser 530 cas, l'informativité est de 90%. Je vous dis, les tissus examinés sont très variés. Et les résultats varient en fonction du tissu que l'on analyse. Alors, le cœur, vous voyez, est en deuxième position. Après les glandes salivaires, c'est le cœur, le prélèvement les biopsies endomyocardiques et d'autres prélèvements cardiaques qu'on a le plus souvent. Donc aujourd'hui, on a vu 65 biopsies endomyocardiques avec une informativité qui est de 100%. La protéomique dans la biopsie endomyocardique, ça marche très très bien. Dans le rein, on est à 70%. Dans la peau, on n'est pas très bon non plus. Enfin, on est beaucoup moins bon. Le cœur se prête, enfin, le myocarde se prête vraiment très bien à cette analyse. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Eh bien, environ 80% d'amylose ATTR, 20% d'AL. On a eu quelques amyloses ApoA1 et je crois un cas d'amylose AA. Alors, juste un exemple ici d'une amylose héréditaire rare qui a pu être diagnostiquée grâce à cette technique. C'est une dame de 30 ans qui s'est présentée avec une cardiomyopathie hypertrophique, un syndrome néphrotique. Elle avait une augmentation des chaînes légères libres lambda. Alors, je ne connais pas toute l'histoire, hein, mais elle a eu une biopsie rénale et une biopsie endomyocardique qui est en fond d'écran. L'immunohistochimie et l'IF étaient strictement négatifs sur les deux prélèvements. Il n'y avait pas d'histoire familiale. Le diagnostic alors porté chez cette dame a été celui d'amylose AL lambda, faute de mieux. Elle a eu une chimiothérapie, une autogreffe de moelle. Elle est décédée des complications de ces traitements. Son fils a développé une amylose particulière et il y a eu un génotypage réalisé par Sophie Valex qui a trouvé une mutation du gène de l'ApoA1. Et donc, a posteriori, de nombreuses années après le décès de cette dame, on a réalisé l'analyse protéomique chez cette patiente. Et c'était au niveau de la biopsie myocardique, le rein, tout avait été épuisé. Eh bien, on trouve en tête de liste, la protéine la plus abondante, c'est celle qui est en haut. Donc, en tête de liste, c'est l'ApoA1 qui sort. Et vous voyez en orange les protéines du cortège amyloïde que l'on retrouve, qui sont en fait une signature moléculaire de l'amylose. Donc, on a le composant P, l'ApoE, la clusterine, la vitronectine n'a pas été cochée en orange, mais on la trouve également très fréquemment, l'ApoA4, le collagène alpha-3, ça n'a rien à voir, là il y a une erreur de couleur. Voilà, et puis on retrouve bien sûr de la myosine parce qu'on est dans le cœur et que bien qu'on fasse une microdissection, on a une partie de contamination. Avant de conclure, voici un tableau qui permet de comparer les deux techniques, immunomarquage versus protéomique. Donc l'immunomarquage est une technique aujourd'hui de routine, en tous les cas en France. La protéomique, c'est une technique nouvelle. L'immunomarquage est une technique de première intention, la protéomique de deuxième intention. Pour le premier, le fragment congelé est indispensable. Pour la protéomique, non. L'immunomarquage est une technique ciblée. La protéomique est une technique sans a priori. Le typage est fiable avec l'immunomarquage dans 42 à 90% des cas. Il est fiable dans plus de 90% des cas avec la protéomique. La durée est évidemment différente. Un jour, dans l'idéal, mais souvent on ne fait pas l'IF tous les jours dans tous les labos, donc on va dire 1 à 2 jours pour l'immunomarquage, environ 9 jours pour la protéo, on va dire, si tout fonctionne bien, hein, tout ça c'est bien sûr dans l'idéal. Un coût qui est de 140 € pour l'immunomarquage avec donc IHC plus IF comprise pour les 4 anticorps, un coût beaucoup plus élevé pour la protéomique. Donc en conclusion, fragments tissulaires fixés et congelés
sont nécessaires pour diagnostic et typage de l'amylose. Le diagnostic se fait grâce à la coloration du rouge Congo. Le typage est indispensable pour guider la thérapeutique. L'immunomarquage se fera en première intention. L'analyse protéomique en deuxième. Elle a permis des progrès incontestables en matière de typage d'amylose. Et je retiendrai que les différentes techniques de typage que l'on a vues sont complémentaires. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie pour cette présentation extrêmement claire. Y a-t-il des questions? J'ai une petite question. Oui. Félicitations pour ce topo très instructif. Petite question juste technique. Combien de fragments avez-vous besoin pour faire une analyse fiable? Première question. Et deuxième question, est-ce que vous savez s'il y a des différences entre des biopsies qui viennent du VD ou du VG, pour ce qui est du cœur, bien sûr? Première question, c'est donc la quantité. On a besoin en fait de très peu. Normalement, alors il faut que l'anapathe n'épuise pas ses blocs. Alors il y a des centres qui font ça très bien, qui ont déjà intégré, comme en cancéro, que derrière il y avait du omic, donc on préserve au maximum le prélèvement et on ne fait pas 3 fois le rouge Congo et un tas d'immunohistochimie, et aussi on a un très bon prélèvement qui est fait par le cardiologue. Voilà. Il nous faut un bon prélèvement au départ, mais à la fin on a besoin de très peu. Alors on a besoin, ça ne va pas vous parler beaucoup, mais de 60 000 micromètres carrés, c'est très petit. En gros, on a besoin à peu près 2 glomérules. On aime bien en prendre plus. La taille, pour vous dire que c'est pas très gros. Mais on a fait, alors on peut faire sur parfois très petit, beaucoup plus petit, on a déjà réussi. Et parfois, on a beaucoup de prélèvements, on se dit ça va marcher et ça marche pas. Mais en moyenne, 60 000, on aime bien faire 100 000 micromètres carrés. Bon, ça fait bien moins que 1 millimètre carré. C'est bien moins. Oui, alors en pratique, quand on a une suspicion d'amylose, quelle biopsie on doit faire et chez quel patient on doit aller jusqu'à la biopsie myocardique? Alors ça, pour la biopsie myocardique, ça c'est peut-être Thibaut qui va répondre. Moi, dans un premier temps, ce qu'on fait, c'est les biopsies de glandes salivaires accessoires, les biopsies de tissu abdominal, la graisse. Moi, j'aime pas trop la graisse, je vous dirais. Ouais, on n'est pas très gras en France. Il y a des pays qui travaillent beaucoup sur la graisse, comme l'Italie. Nous, on n'aime pas trop, ou alors Westermarck aussi aime beaucoup le tissu abdominal. Nous, on n'aime pas trop, on le fait quand même. Alors, en plus, biopsie de graisse abdominale, ça veut dire quoi? C'est pas une biopsie cutanée, c'est bien le gras qui est en dessous. Il faut récupérer un bon prélèvement. Voilà, il faut savoir ça. Par contre, il faut savoir le faire. Parfois, on reçoit des biopsies dites de graisse abdominale qui n'ont rien à voir avec ça. Pour répondre à la question. Ouais. Et puis après, donc nous, le gras, on le fait plus effectivement parce que ça, on n'a pas réussi à s'en servir. Les biopsies de graisse, ça marchait pas. C'était faux positif, faux négatif, donc on a abandonné. Ce qu'on fait, c'est toujours une biopsie extracardiaque systématique, quasiment chez tous les patients, parce qu'il faut le remettre dans le côté pratique, quoi. Quand le patient il vient, tu vas pas le faire venir 40 fois. C'est toujours le problème. Nous, ils viennent de partout. Voilà. S'il vient de la Réunion ou je ne sais où, tu vas pas dire revenez dans 15 jours. Voilà. Et il y a un problème vraiment dans la programmation des biopsies successives, comment ça s'organise. C'est-à-dire, tu as le résultat, tu attends une semaine pour voir le résultat parce qu'il y a le temps d'analyse, le temps de préparation, puis le patient n'est pas là, il faut que tu récupères le résultat, il faut que tu le reconvoques, tu n'as pas de place, et ainsi de suite. Donc, une biopsie extracardiaque. Et si on part systématique, quand les patients arrivent, tout est programmé, on l'a fait systématiquement pour tout le monde. Et quand on part finalement, qu'on va récupérer l'électrophorèse, etc., tous les tests que Valérie nous fait, et qu'on part sur une AL, à ce moment-là, on regarde si la biopsie extracardiaque est positive ou négative, on discute du myélogramme, et là, on va faire la biopsie myocardique parce que si la BGSA est négative. Donc nous, ce qu'on fait, c'est BGSA, scintille osseuse et tous les tests, voilà, et on intègre tout ça dans le raisonnement. Si ta scintille osseuse est négative, tu pars vraiment vers une AL, donc là, il va falloir aller vite, et donc là, on ira directement à la biopsie. Si la biopsie des glandes salivaires est négative, on ira directement à la biopsie myocardique, parce que déjà là, pour faire tout ça, il faut 3 semaines. Et est-ce qu'on peut envoyer à n'importe quel laboratoire d'anapathe, ou est-ce qu'il faut que ce soit un laboratoire spécialisé, universitaire que vous dire Non, mais souvent... Peut-être pour faire simple et réunir un peu les deux questions, aucune de ces biopsies n'est de 100%. Donc il faut aller peut-être au plus simple d'abord, mais il faut toujours savoir la remettre en cause. Donc si elle est négative, il faudra aller soit sur un organe atteint s'il est facilement accessible, ou pas trop risqué, parce qu'à biopsier un cœur à 98 ans, bon.
Par exemple, étendre le tube digestif et pas faire que de la BGSA, mais faire en systématique œsophage, cardia, estomac, duodénum peut être rentable parfois. Et sur une fibro, c'est pas très agressif. Donc ça, certaines équipes l'ont décrite. Mais aucune n'est de 100%. Je crois que c'est ça le message. Donc d'abord, aller sur ce qui est facile, pas dangereux, accessible, la BGSA, en faisant large. Et pour revenir à ta question sur le labo, je pense qu'il faut avant tout presque téléphoner au labo en disant « je suspecte une amylose AL », il faut aller vite, il faut informer l'anapathe. Après ça, tous ne feront pas effectivement de l'immunomarquage, et c'est ça le problème. Mais dans ces cas-là, il faut peut-être contacter le labo en disant j'envoie aujourd'hui une biopsie. C'est pas une maladie comme les autres. Oui, alors quand même, hein, il faut. Il y a des services, il y a vraiment des problèmes de rouge Congo. Ouais, je crois alors, que Magali ne veut pas critiquer ses collègues en fait. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Attends. Il y a des non, mais c'est complexe quoi. Tout le monde ne sait pas faire un rouge Congo et tout le monde ne sait pas les Westermarck, il le dit à chaque fois qu'il fait un topo, c'est difficile. Si on n'est pas entre guillemets obsédé par le rouge Congo, ou qu'on n'a pas été mis dans une filière comme à Mondor, où il y a déjà un savoir-faire, je peux vous assurer que le nombre d'anapathes qui vous répondront c'est négatif, qui feront même pas le rouge Congo, c'est énorme, ou qui feront des rouges Congo foireux en privé parce qu'ils en font un tous les... C'est un vrai problème. Et en plus, ça, c'est très important, il y a des machines aujourd'hui, donc des automates de coloration qui sont vendus et qui font... Et il y en a un, je ne citerai pas la marque, où les résultats donnent des faux positifs avec le rouge Congo. Ils le savent et ils ne bougent pas. Donc il faut savoir que voilà, il faut qu'il y ait vraiment une confiance avec votre anapathe et que vous sachiez que votre anapathe, il va, voilà, le rouge Congo déjà c'est pas un problème. Après voilà. Après ça effectivement, si des maladies rares et des centres de compétences et références maladies rares ont été développés par le ministère de la Santé, il faut, après tout, c'est fait pour ça quand même. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas accuser un labo plus qu'un autre, mais il faut aller vers un labo de référence. Alors, en pratique, tu as des patients âgés, tu trouves une amylose probablement sauvage, est-ce que tu vas l'envoyer au CHU pour le faire? Peut-être que les cas individuels seront vus en cas clinique. Peut-être. Il restait une dernière question, bref, parce que là, on a pris pas mal de retard. Fabrice? Je ne sais pas si on reparlera de la filiarisation d'amylose, mais à mon sens, c'est le point le plus crucial, parce qu'effectivement, c'est fait très en périphérie des CHU parfois, et il y a une perte de... Mais c'est pas la question n'est pas là. L'immunomarquage, en première intention, est-ce qu'il est meilleur sur le cœur ou sur une glande salivaire? Pareil. C'est pareil. C'était important parce que moi je défends beaucoup la biopsie myocardique parce qu'effectivement on est un centre de greffe, donc les biopsies c'est pas aussi compliqué que ça finalement. Mais à Fécamp, dans une petite bourgade de Seine-Maritime en bord côtier, ils se poseront pas la question. Mais donc en fait c'est aussi bon l'un que l'autre, ce qui veut dire la biopsie de glande salivaire ça marche, c'est bien. Hein. C'est très bien. Le cœur c'est très bien, mais voilà. Et j'étais très surpris, le facteur atrial natriurétique peut être source d'amylose. Ah oui. C'est ça dans les formes très rares. Ça donne des amyloses de l'oreillette, mais c'est pas bon. C'est pas trop quel est l'impact. Souvent chez des dames âgées. Moi j'ai vu un cas. Alors c'est très difficile à microdisséquer par contre, parce qu'il y a une topographie, une forme des dépôts qui sont très linéaires, très fins. C'est vraiment un truc très particulier.